Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Reviews consacré aujourd'hui à nos lectures Batman parues en avril 2026 chez Urban Comics, mais pas que, puisque l'on terminera par ce Bat Reviews, ce podcast, par une légère, ce ne sera pas une review, mais ce sera une impression de ce premier trailer qui a été diffusé sur le prochain film Clayface de DC Studios, dévoilé par James Gunn et toute sa clique. Voilà. Du coup, en attendant, on va entamer notre podcast avec l'équipe. Peut-être qu'il faut que je la présente. Bonsoir l'équipe. Moi, c'est Nico. Je suis accompagné de 3 membres de la team Batman Legend avec Siegfried. Salut tout le monde. Mais aussi Big Kifran alias Franck. Salut. Et Benoît est là. Salut. Voilà, maintenant qu'on a fait les présentations, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la première des 2 lectures. Oui, il n'y aura que 2 lectures traitées dans ce podcast. Et la première, c'est DC KO, tome 1. Voilà, c'est du coup pour donner quelques petites informations. Maintenant, vous avez pris l'habitude, et moi aussi. Dans les auteurs, donc, il y en a plusieurs, mais principalement Joshua Williamson, Scott Snyder, Ravi Fernandez et Xherman Nico. C'est au prix de 22,50€ pour la version normale et 24,50€ pour une édition spéciale Comics Shop Assemblée, 224 pages, et ça a été publié le 24 avril 2026. Et bien, pour nous parler de ce DC KO tome 1, c'est à Benoît la parole. Eh ben, merci beaucoup, Nico, sur ce genre de récit, de me laisser la parole. C'est très, très gentil à toi. Donc, il faut avoir lu quand même les derniers events pour pouvoir quand même enchaîner la lecture sur ce DCKO. Et plus précisément aussi, il faut lire les Batman, pas les Batman, les Superman, voilà, qui sont sortis récemment. Sinon, ça on fait est beaucoup de prérequis. Ouais, voilà. Donc, si vous voulez vous lancer là-dedans, j'ai envie de dire allez-y, dans tous les cas, c'est pas grave. Donc, alors, en gros, il y a un Doomsday, donc qui est quand même le tueur de Superman, qui revient sous la forme de piégeur temporel ou de voyageur temporel, enfin un nom à la con comme ça, puisqu'il est plus vraiment méchant et il est plus tout balèze, il est tout queuse comme ça, et maintenant il sait parler, hein, il grogne plus. Et en fait, il voyage dans le temps, hein, puisqu'en fait, il est immortel, puis à chaque fois qu'il meurt, il revient à la vie, avec des nouvelles capacités, et puis finalement, au fur et à mesure des siècles et des années et des machins, il est devenu sage. Et il a vécu longtemps, il a fait des voyages dans les deux sens, et donc maintenant, il sait ce qui va arriver, et il vient avec d'autres voyageurs temporels pour prévenir la Justice League en disant « Attention, vous allez crever ». Et évidemment, ils vont arriver à trouver potentiellement une solution. Et il faut devenir un nouveau champion de la Terre grâce à la force Oméga qui se trouve à l'intérieur de la Terre. Et pour ça, il faut désigner un seul champion. Et au lieu de dire, bon, bah alors qui c'est le plus fort, c'est Superman. Voilà, on a fini. Ils disent non. On va faire un tournoi, un petit peu comme dans Dragon Ball, dans Street Fighter, Mortal Kombat, enfin tous ces trucs-là. Et on va se mettre tous sur la gueule. Les gentils, les méchants, on va se faire une arène, on va se bien mettre sur la gueule et il en ressortira un. Et ça sera notre champion. D'accord, ok. Donc, bon, c'est Superman. Non, mais bon, il va falloir quand même... mais ça sera Superman, c'est sûr. Puisque Batman est dégagé pratiquement au premier round. Voilà, ça c'est fait, comme ça on n'en parle plus. Attends, spoil pas tout quand même, hein, parce que bon... Si, on s'en fout. On s'en fout. Il y a des gens qui vont vouloir le lire. Bref. Du coup, c'est vraiment au début pour Batman. C'est plutôt une bonne idée, parce que sinon on se dit que Batman, c'est par définition le personnage qui va toujours inventer des trucs pour réussir jusqu'au bout, donc au moins on ne se pose plus la question. Il fait même pas partie des 32 premiers, donc c'est pas un spoil, c'est un postulat d'emblée, qui lui permettra de vivre un truc en parallèle. Enfin, c'est une des rares bonnes idées de DCKO. C'est ce que j'allais dire. Exactement. Et donc, si je dis pas de bêtises, il y a 3 chapitres en fait de DCKO qui sont entrecoupés avec des tie-in des autres séries. Donc, il y a Batman avec Nightfall, Night Fight. Il y a il y a du Superman, il y a du Teen Titan qui en fait là dévoile plutôt le côté ce qui se passe sur Terre, comment ils arrivent à s'en sortir les Teen Titans pour gérer la Terre et gérer l'évacuation potentielle des humains qui restent.
On a en parallèle Lois Lane qui enquête sur pareil sur Darkseid et sur les coulisses en fait du combat. Et on a Batman qui est lui dans une autre réalité et qui va devoir d'une certaine façon s'affronter lui-même plusieurs fois. Voilà, donc on a ces récits qui entrecoupent les chapitres de DC KO. Et comme je le disais au début, c'est un espèce de Mortal Kombat, voilà, où ils vont devoir s'affronter. On n'a pas encore vraiment là dans ce tome des 1 contre 1. C'est plus au départ une fois hors d'empoigne avec tout le monde qui se tape dessus. Il en reste 32, puis ensuite il en reste 16. Ils doivent chercher des objets pour pouvoir les aider à battre les autres. Voilà, c'est un peu un fourre-tout. C'est pas du tout, enfin pour moi personnellement, c'est pas du tout la lecture que je recommanderais. C'est pas spécialement ce que je cherche dans un comics. Je pense que ça parlerait plus aux lecteurs de manga d'une certaine façon. Ouais, voilà, Des lecteurs nostalgiques. Ouais, et encore. Mais enfin, pour moi, c'est un grand nom. Voilà. Ah ouais. Ok, moi j'avais cru comprendre, mais je n'étais pas sûr. Il y a des idées intéressantes, il y a quelques idées intéressantes avec Lois Lane qui enquête effectivement comme une journaliste, qui est aidée d'un personnage. On va pas trop spoiler non plus. J'ai entendu certains commentaires qui disaient ouais, Night Fight c'est génial. Ouais, enfin moi j'ai l'impression de regarder une série de Buffy contre les vampires. Vous savez la série où il y a forcément un épisode où le personnage se demande est-ce que je serais pas dans un asile psychiatrique et alors qu'on me dit que en fait je suis pas dans la bonne réalité. Bah là j'ai l'impression de voir ça. Alors moi j'ai surtout l'impression d'avoir lu ça chez Tom King et je ne sais plus qui avait déjà repris l'idée que par exemple sur fascicule, Batman il est enfermé dans une espèce de réalité parallèle et puis il doit s'enfuir et puis il va passer de cauchemar en cauchemar et en fait on a déjà vu ça genre 3 ou 4 fois dans les 10 dernières années. Enfin c'est assez fou d'oser reproduire un schéma qu'on a déjà vu et déjà intégré. C'est ça. Okay, je laisse la parole à mes camarades. Mais c'est pas si mauvais que ça. Un peu de positivisme puisque Kevin n'est pas là. Franck, vas-y. Ouais. C'est lui le chèque, il n'est pas allé à la bonne personne cette semaine. Le chèque a changé d'adresse. Alors avant tout, moi j'ai assez apprécié ce DC KO, notamment parce que étant un très vieux, ça m'a fait penser au tout premier Secret Wars du milieu des années 80, où donc c'était l'écurie Marvel. Il y avait un être omnipotent qui s'appelait le Beyonder, qui a créé un tournoi. Et c'est un peu ça, hein, c'est un tournoi où tous les super-héros de chez Marvel partaient au combat afin de voir leurs vœux se réaliser. Et ouais, tu as ça. Oui, effectivement. Excuse-moi, je te coupe 3 secondes. Tu as ça, mais tu le retrouves plutôt dans Conquest of Champion. En fait, ça. Dans le Beyonder, oui, au tout début, mais après, ça fait plus oui, après, Games. Après, ça fait Royal Rumble. Et en fait, c'est ce côté-là que j'ai apprécié. C'est vraiment, alors déjà le fait que Batman soit éliminé dès le premier tour, j'ai kiffé, hein, et pourtant Dieu sait que je suis un amoureux de Batman. Mais non, mais justement, j'ai on peut le radier pour ça. J'ai bien aimé ce côté-là, donc avec tout. Alors à la base, normalement, il n'est pas censé avoir de super vilains, c'est censé être que des super héros. Et forcément, ça se passe pas bien, et les super vilains, bon, je vais pas spoiler, mais ils arrivent quand même à participer au tournoi, et ils sont peut-être même, on va dire, plus à même d'être aussi vicieux, parce qu'il y a ça aussi. Pour pouvoir être le champion, il faut être digne du pouvoir de Darkseid, et donc être digne
d'être aussi mauvais, en gros, d'être aussi jusqu'au boutiste des Être choses. mu par un esprit de conquête, c'est évidemment Voilà, le c'est cœur ça. d'Omega a reconnu Darkseid comme étant le conquérant par excellence. Et Voilà, du coup, il faut que tout à fait. super-héros comme super-vilain soient mus par le même désir de conquête que Darkseid, ce qui évidemment n'est pas facile pour un super-héros. Oui, notamment, donc, au début, on se doute bien que Superman, c'est l'être le plus fort, mais est-ce qu'il y arrivera à se dépasser, à utiliser tout son pouvoir pour devenir ce champion. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les tie-in sur les Teen Titans. Ce côté, j'organise l'évacuation de la Terre et, euh, et ça part un peu en cacahuète. Alors oui, certes, c'est pas le récit euh, du siècle, ni même de l'année, hein, sûrement. Hein. Mais ça se laisse lire, en tout cas pour ma part. Et j'ai bien aimé aussi un peu retrouver un Lex Luthor euh, un peu vicieux comme ça. Enfin voilà. Tout ça pour dire que malgré le fait que je n'ai pas tout suivi au niveau des Superman, euh, j'ai réussi à m'en sortir. Mais c'est vrai que il y a des moments où il y a des petits passages où on se dit ah zut, ça c'était où mais, Ah oui, ok. mais bon. Mais pour moi Si- c'est une bonne lecture. je ne sais pas si vous pouvez m'aider là-dessus, mais quand tu parles de Luthor, moi je l'avais quitté où il était bon ami avec Superman, puis ça se frite un peu. Luthor s'en va quelque part en Antarctique, et là d'un coup il est repassé méchant. Mais je me rappelle pas qu'il était devenu, enfin qu'il avait récupéré vraiment tous ses souvenirs pour être vraiment 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 méchant. Parce que là comme si il n'y a rien qui Ouais. s'était passé. Et je me demande s'il manque pas un récit quelque part Bah, ou. je suis un peu dans le même flou, mais Ouais. moi ça me convient hein, qu'il soit comme ça, hein. Plus. Mm. Voilà. Ah, je pourrais pas vous aider, les amis. Ah. En tout cas, bah, c'est une question pour les auditeurs. Hein. Si jamais vous avez la réponse, bah, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Du coup, ça nous intéresse et ça aidera certainement d'autres personnes qui peuvent être dans le Ah même yes. flou artistique de ça. Siegfried, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on a conclu pour ce récit? Non, je veux bien rajouter quelque chose. Vas-y. Alors moi j'étais assez vendu en fait sur le principe d'un DC KO parce que je me disais bon ça va être un truc assez régressif effectivement un peu à la Mortal Kombat ou à la championnat de Dragon Ball entre les super-héros avec une espèce de prétexte un peu bidon. Oui ben voilà. On nous promet d'emblée qu'avec cette espèce de pouvoir Oméga on pourra ressusciter tout le monde. Donc en fait il n'y a aucun impact à ce que les personnages meurent. Du coup, je me dis, parfait, c'est un bon défouloir. Même les super-héros vont pouvoir s'entretuer, en sachant que s'entretuer, ça leur permettra ensuite d'obtenir ce pouvoir de rester tout le monde. Plutôt cool. Ça permet quelques audaces. Bon, dans les faits, là pour l'instant, on n'a que 2 fascicules de DC KO mélangés avec plein d'autres choses. Il n'y a absolument rien qui se passe qui est le moindre enjeu sur quoi que ce soit. Donc c'est assez étonnant. Et du coup, on se dit, ben, pourquoi ne pas en avoir fait un Black Label, par exemple, ou une espèce de terre parallèle à DC Vampires, par exemple, à Injustice, quelque chose, un univers où on aurait pu s'amuser sur ce concept. Déjà que c'est un concept de statu quo par excellence. On nous promet d'emblée ça n'aura jamais aucune conséquence parce qu'il suffit que n'importe qui de bon ait l'oméga à la fin, on pourra revenir exactement à l'appareil ensuite. Pourquoi ne pas en profiter pour aller un peu plus loin? C'est déjà ma première surprise. Ensuite, dans les résumés donnés par mes collègues, on voit déjà qu'il y a pas mal de questions qui se posent sur en fait, pourquoi dans ces résumés, on ne parle pas pratiquement jamais du combat? Parce qu'effectivement, les Teen Titans, à un moment, on les retrouve à Gemworld. Ils doivent aussi subir une attaque de paradémon tout en faisant l'évacuation de la Terre. On nous dit aussi que Darkseid, il a pris la forme de quelqu'un dans le combat pour se faire passer pour l'un des combattants alors qu'il ne fait pas partie du roster original. On suggère aussi que Batman a tué la Bat-Family, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. En gros, on nous crée plein de questions, plein de suspense, plein de mystères, où les super-vilains sont supposés avoir été mis dans la zone fantôme et tout à coup on les retrouve au championnat, qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression que comme le combat n'était pas suffisant pour créer du suspense et de la tension entre les personnages, il a fallu qu'on crée plein de sous-intrigues et
de sous-fil directeur qui puisse attirer notre intérêt. Bon, le problème, c'est que pour l'instant, les rares qui sont résolus sont totalement inintéressants. Donc, on va voir pour les autres. Mais c'est comme si les scénaristes ne faisaient pas assez confiance au combat déjà pour porter notre attention. Et de fait, pour l'instant, donc on a vu 2 gros affrontements. Celui qui aboutit à 32 combattants et celui qui aboutit ensuite à 16. Et les 2 sont complètement illisibles. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais sur une demi-planche, on voit 2 personnages qui se battent et puis tout à coup, il y en a 4 autres et tout à coup, il y en a 3 autres. On ne sait jamais qui est où, qui se bat contre qui. On n'a absolument aucune visibilité de ce qui se passe. Donc, ça donne une impression de chaos qui est sans doute un peu volontaire. Enfin, pour un truc qui, comme vous le dites, ça rappelle Secret Wars. Ça rappelle DC Chaos. Justement, dans DC Chaos, moi, ce à quoi je m'attendais, y compris en voyant la couverture, c'est une espèce de ring cosmique avec à chaque fois 2 combattants, et puis on suit sur une 10-15 planches comment ces 2 combattants parviennent à se vaincre, quels sont les enjeux, les tensions entre personnages là-dedans, plutôt qu'une espèce de grosse arène. Voilà, il y a 30 personnages. On ne comprend rien, on ne suit rien, et heureusement qu'il y a une page à la fin qui nous dit bon voilà, tel personnage a été éliminé, tel personnage est là. Ouais, heureusement que vous le dites parce que vous n'avez pas su raconter ça par l'image. Et en fait, c'est significatif parce que dès le tout premier fascicule et les toutes premières pages, on a une partie de jeu de société entre Superman, Batman, Diana et Lois. Bon, déjà, on comprend que le dessinateur et le scénariste, Scott Snyder, je crois, sur celui-là, n'ont jamais joué à un jeu de société parce que le jeu de société, ça a l'air absolument pourri. Enfin, accessoirement, il change de taille et là, on a l'impression qu'il change de règle littéralement à chaque vignette. Donc, je comprends déjà pas comment tu peux imaginer un jeu de société dans un comic sans savoir le représenter, sans imaginer des règles un petit peu intéressantes. Et surtout, c'est accompagné par des récitatifs absolument catastrophiques. Là, j'ai pris 2 exemples. On nous dit, par exemple, 1 heure plus tard, la partie est toujours en cours, même s'ils sont prêts d'atteindre la tour de garde dans la dernière ligne droite. Autre vignette, Diana s'apprête à remporter la partie lorsque Lois les interrompt et demande « Vous avez vu ces lumières ?» Alors, il y a un truc qui s'appelle la bande dessinée, et la bande dessinée, par définition, c'est dessiné. Donc en fait, on est supposé raconter des trucs par l'image. Et 1 heure qui passe, c'est facile à raconter par une image. Lois qui lève les yeux pour dire quelque chose, c'est facile à raconter par une image. Comment ça se fait qu'on ait besoin de récitatifs qui redoublent ce qu'on voit un peu dans l'image pour le clarifier parce qu'on n'a pas su le dessiner sur des actions aussi basiques. D'emblée, il y a une méfiance dans le dessin qui dit, à mon avis, qui à mon avis est un bon exemple de ce qu'on va voir par la suite. Il n'y a aucune confiance de capacité à raconter des combats clairs ou des situations claires, et ce qui est embêtant pour un comics supposément tourné autour du dessin. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, c'est même pas adressé à un lecteur de manga, parce que l'un des avantages des mangas Dragon Ball en tête, c'est que les combats normalement sont faits pour être extrêmement lisibles, à la fois en termes de dessin, mais aussi d'enjeu. On sait exactement qui s'oppose à qui et pour quelle raison, avec quel pouvoir. Et du coup, on va voir comment les personnages se dépassent pour s'affronter. Là, pour l'instant, c'est pas du tout une notion qu'on a. Au contraire, les personnages grappillent de nouveaux pouvoirs dans une espèce de flou artistique de désert et de sable et de brouillard et de bataille dans tous les sens. C'est complètement illisible et c'est assez catastrophique. Donc, pour nous vendre ça, il faut qu'on nous dise que c'est le 4e couverture, c'est le premier événement majeur de l'ère DC Prime. On dit, ouais, quand même, premier event majeur, c'est chouette. Bon, DC Prime, c'est une invention d'Urban Comics, c'est une invention de la VF. Il n'y a pas de DC Prime en VO. En VO, on est passé à l'ère all-in, mais dans l'ère all-in, ça inclut aussi Absolute, donc il y a à la fois Absolute et il y a cette continuité-là. Donc Urban s'est dit, on va séparer Absolute, comme ça on va dire qu'il y a 2 events majeurs, celui-là, DC Chaos, dans Prime qui n'existe pas, et Absolute, et comme c'est une côté séparé, on peut dire que c'est le premier event. Bah oui, forcément, si à chaque event on dit que c'est une nouvelle continuité, on peut dire que c'est le premier event majeur, ça marche assez facilement. Donc c'est un peu le défaut du truc, en fait, c'est que quand on voit Scott Snyder, par exemple, on se dit que ça peut être assez fun, en fait, comme comics, comme ce qu'il a fait un peu sur Absolute Batman, donc il commence à être un peu plus sérieux, mais ou ce qu'il avait fait sur les Death Metal, où ça finissait avec un Snyder qui s'amusait comme un petit fou. Là, en l'occurrence, c'est un prétexte à s'amuser comme un petit fou. Faire des combats notamment contre les super-héros qui vont s'affronter, y compris les uns les autres, c'est quand même plutôt drôle. Et le problème, c'est que ça se prend quand même extrêmement au sérieux. On nous dit même, vous l'avez dit, c'est l'enquête de Lois Lane pour découvrir ce qui s'est passé. Et en fait, on va découvrir que cette espèce de combat débile pour obtenir un méga pouvoir dans une espèce de ring céleste, c'est l'un des plus grands secrets de l'histoire de la galaxie, et ça fait partie des archives secrètes et illégales de Krypton, dont même les Kryptoniens ne peuvent rien savoir tellement c'est secret, tellement c'est fort. Donc encore une fois, et pour la 15e fois de la semaine, j'ai l'impression, on nous dit attention, ce qui se passe dans ce comic, c'est la pire menace jamais affrontée par les super-héros. Bon, on nous a fait la même la semaine dernière, on nous a fait la même il y a 2 semaines, on nous a fait la même il y a 3 semaines. Chaque fois, c'est la pire menace jamais rencontrée. D'ailleurs, Darkseid, c'est toujours pire. Oui, parfois on n'a pas toujours l'impression. Mais voilà, du coup, à chaque fois, il faut qu'on dise Darkseid, il a déjà anéanti 25 réalités, et du coup, il s'attaque à celle-là. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour surmonter ça? Bon, c'est un peu artificiel, et du coup, il y a des oscillations entre débile assumé et
trop de sérieux pour ce scénario prétexte qui, à mon avis, crée des ruptures aussi de ton qui ne sont pas forcément agréables à suivre et qui surtout détachent vraiment de l'intrigue. Moi, si ça avait été un truc vraiment fun avec une équipe, enfin l'équipe artistique, elle est quand même assez folle. Hein. On a notamment eu Dan Mora, du Sharmanico et quelques autres. Enfin, c'est assez chouette et des gros scénaristes. Si ça avait été juste des combats un peu délirants avec une seule intrigue et pas ces 25 intrigues qui prouvent juste qu'on ne sait pas quoi raconter et juste avec un souci de dessiner des choses claires, amusantes et complètement over the top, souvent ça m'allait très bien. Mais là, ce souci de raconter quelque chose de sérieux, parce qu'il faut absolument faire un event, et j'ai presque l'impression qu'il y a deux volontés contradictoires qui s'affrontent ici. La volonté de scénaristes qui ont voulu en faire un truc fun, limite hors continuité, d'où le prétexte d'ailleurs que les personnages peuvent mourir et pourront être ressuscités après, et DC Comics qui a voulu en faire un vrai event dans la continuité, ce qui oblige à faire des tie-in, ce qui oblige à mettre un peu de Superman, un peu de Teen Titans, et du coup de regrouper ça autour d'un événement qui est vraiment sérieux, et où du coup il ne peut rien se passer, personne ne peut mourir, et il faut créer de faux enjeux qui en fait ne font que nous éloigner du combat. Chaque fois qu'on s'éloigne du combat, je me disais mais ramenez-moi au combat en fait. D'accord, c'est pas inintéressant, Batman qui est encore dans un cauchemar, qui doit s'en enfuir, pourquoi pas, il y a sans doute des choses à raconter là-dessus, mais moi je lis DC Chaos, là je lis pas Batman dans un cauchemar. Montrez-moi DC Chaos, faites avancer DC Chaos. 2 fascicules seulement dans le premier tome, ça montre bien qu'en fait, ça va être bouclé en 3 tomes, hein, je crois. Donc en 3 tomes seulement, on va boucler le combat. Le prochain tome au prochain mois. C'est ça. Et au bout du 3e tome, donc on va tout boucler. En fait, on aura vu quoi? DC Chaos, on aura eu 6 ou 7 fascicules en tout. Donc tout le tournoi aura tourné en une poignée de fascicules, mais on aura réussi à combler 3 tomes complets à force de sous-intrigues de tie-in, pas toujours inintéressant, mais qui à chaque fois nous éloigne complètement de l'intrigue principale, de celle qui a fait acheter le volume, celle sur laquelle est vendue la couverture, le principe premier qui nous a fait pousser à la caisse. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment pas terrible parce que voilà, il y a tous ces soucis. Je pense que la promesse, elle n'est pas du tout remplie. Ce à quoi on s'attend en lisant le comics est pas bon. Et chaque fois que le comics essaie de nous promettre quelque chose, je n'y vois qu'une diversion artistique et thématique pour, comme cache-misère pour en fait le peu que ça a raconté et qui en plus est très mal raconté. Donc c'est dommage parce qu'encore une fois, de façon un peu surprenante peut-être, moi j'étais assez vendu sur le principe régressif à la base. Après, il faut espérer que le tome 2 soit meilleur. Réponse le mois prochain, les amis. Ouais. Du coup, je vous demande de donner vos notes. Siegfried, quelle est ta note pour ce DC Chaos tome 1? Ils sont 1,5. Allez, 1,5 sur 5. Franck? Ah, moi, j'étais plus sur du 3. Allez, du 3. Benoît? 1. 1. Très bien. Divisé par 3, ça nous fait la note de 1,8, dont on va arrondir à 2. 2 sur 5 pour ce DC Chaos tome 1, les amis. Pas d'alerte Siegfried. Toujours pas. Mais essayons avec le prochain récit, qui c'est un récit qu'on a déjà vu passer, puisqu'il est réédité au format DC Paperback, je pense. C'est Justice League International, un nouveau départ. Alors, c'est avec Keith Giffen, J.M. DeMatteis, Kevin Maguire, mais je pense qu'il y a d'autres noms peut-être dans le récit, je ne l'ai pas lu, pour tout vous dire. C'est au prix de 20,50 € pour 240 pages et ça a été publié là aussi le 24 avril 2026. Ce sera le deuxième et dernier récit qu'on traitera, et puis après un petit mot sur Clayface, et puis on conclura ce podcast, les amis. Donc, pour nous parler de ce Justice League International, je passe la parole à Siegfried. Oui, donc c'est la suite directe de Legends qu'on avait traité dans les derniers podcasts. Ok. Ah oui, je savais pas que ça faisait suite directe. Ok. Oui, c'est vraiment la suite. On les voyait commencer à former la Justice League à la fin de Legends, et là, donc, c'est les débuts de cette nouvelle Justice League, avec évidemment un passage, vous l'avez compris, de relais. Je crois qu'on avait, il y avait John Byrne, il y avait Paul Levitz, je crois, et je ne sais plus quel est on avait un joli trio dans les précédents. Là, on passe donc à Keith Giffen et J.M. DeMatteis, donc c'est un duo plutôt intéressant, et les dessins de Kevin Maguire qui sont assez minimalistes, mais qui sont toujours dans une lisibilité un peu décalée, qui est assez chouette. Il y a un peu de Bill Willingham aussi. Enfin, c'est du dessin un peu old school, mais très clair, très propre. Je pense que ça peut plaire. On est dans quelque chose qui se soucie avant tout de lisibilité plutôt que de sophistication. Et ce qui fait que ça n'a pas trop vieilli. Ce sont les comics qui créent Maxwell Lord, notamment. Et il y a pas mal de passerelles qu'on peut bâtir avec le film Superman qu'on a vu, puisqu'on sait que dans le film Superman, la Justice League, la Justice League a été fondée par Maxwell Lord, qui est joué par Sean Gunn, le frère de James Gunn. Donc il y a sans doute pas mal d'inspirations qui viennent de ce Justice League international. C'est aussi le comics qui introduit Booster Gold dans la GLA. Booster Gold qui avait été créé seulement quelques mois auparavant,
dans des Booster Gold Comics. Donc là, c'est la première fois qu'on doit vraiment interagir avec le reste de l'équipe et qu'il a pas. Donc c'est un peu sa création dans le véritable univers de DC Comics et qui donne son importance. Et on voit que Booster Gold, d'emblée, c'est le personnage qu'on connaît, hein, à la fois désespéré d'être revenu dans le passé, de ne pas parvenir à se faire une place dans la Justice League, mais en même temps fier à bras, assez à la fois courageux et un peu décalé. Enfin, du coup, c'est presque too much parce qu'il est aussi opposé à Guy Gardner, qui a un tempérament à la fois complètement insupportable, mais qui du coup est un peu dans le même comique un peu excessif. Et l'opposé à Batman, qui est vraiment la caricature de Batman. Donc c'est aussi une époque de Batman que j'aime pas trop. C'est le Batman à peu près Tour de Babel, qui n'arrête pas de dire qu'il a fondé la Justice League pour qu'on soit vraiment une équipe un peu horizontale, pour qu'on discute des décisions. Par contre, attention, il y a une seule personne qui prend les décisions et c'est lui. Et du coup, il est à la fois impressionnant et bon voilà quand même un peu insupportable et vraiment dans la caricature du. D'ailleurs, il est vénère sur la couverture. Hein. Oui, voilà, c'est vraiment le fait un peu pénible, qui est tout le temps en colère, qui tape tout le temps, qui laisse jamais la place aux autres. Bon, et en fait, on sait pas trop si on est supposé voir ça comme quelque chose de positif ou de négatif. Donc, ça aide pas vraiment. On est vraiment dans le remix de la fin des années 80, hein, donc c'est vraiment plein de blagues sur des personnages qui se veulent cool et qui se taquinent avec des grandes phrases. Globalement, ça marche. L'accumulation peut être un petit peu lourde, mais parfois c'est quand même franchement drôle. Et il y a pas mal de sous-intrigues, mais qui sont en fait toutes des prétextes à mettre sincèrement en avant l'équipe. Et vraiment, le seul souci des comics, peu importe ce qui arrive aux personnages, c'est de montrer comment les personnages interagissent, quelles sont les dynamiques d'équipe, et comment chaque personnage trouve un peu sa place dans cette Justice League qui est en pleine construction. Et en fait, le titre est un peu trompeur, puisque la Justice League Internationale est littéralement fondée à la toute fin du comic. Là, c'est vraiment comment la Justice League of America décide de devenir en fait Justice League Internationale et quelles dynamiques font qu'il y a quelques déplacements en interne dans la hiérarchie, notamment comment un autre personnage que Batman va devenir le chef de la Justice League internationale. Et bon, c'est plutôt chouette. Voilà, si on voulait vraiment lire des comics de personnages dans quelque chose qui n'a quand même pas trop vieilli en termes d'histoire, parce que ce souci des personnages et cette simplicité du dessin fait que ça a peut-être un peu moins vieilli que certains comics de Legends, par exemple, c'est très agréable à lire. Il est en 87 à l'origine, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, absolument. Ouais, oui. c'est ça. Donc, c'est sympa, c'est vraiment divertissant et on a un vrai plaisir à retrouver ces personnages dans cet esprit un peu vieillot. Après, ça raconte pas grand-chose de vraiment fondateur. En termes de patrimoine, c'est quand même très léger parce que ni en termes d'intrigue ni en termes de personnages, on apprend grand-chose. Mais c'est un divertissement qui est très chouette. Et c'est toujours triste, je trouve, ces mois où on se dit que finalement, un comic des années 80 était mieux que le gros. Voilà, c'est un comic qui a l'air de rien des années 80 et qui est 10 fois mieux que le gros event qui change tout et qui est le truc révolutionnaire à acheter dans 25 éditions parallèles et collector contemporains. Bon, bah non. Du LA, c'est 10 fois plus drôle et 10 fois plus intéressant et 10 fois plus des personnages qui sont 10 fois mieux écrits que DC KO, et pourtant c'était même pas un si bon comic que ça, quoi. C'est toujours un peu triste. Okay. J'ai toujours mon onglet ouvert pour l'alerte Siegfried, on verra tout ça tout à l'heure. Franck, du coup, toi tu as beaucoup moins accroché d'après ce que m'a dit mon petit doigt. Ouais, alors pas tant que ça, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, hein. J'en suis même sorti assez rapidement. Mais par contre, je rejoins tout à fait Siegfried sur les personnages qui sont très bien écrits et notamment Guy Gardner, le Green Lantern insupportable au possible, qui est juste magnifique. Et le combo avec justement la relation qu'il a avec Batman au tout début, c'est vraiment quelque chose de jouissif. Et malgré ça, ça a été quand même compliqué à tenir. Et pourtant, le premier récit installe bien tout ce qui va bien. J'ai perdu ma caméra. Oui, je vois ça. On ne voit plus, mais on t'imagine. Bon, on l'a perdu définitivement. On l'a perdu définitivement. Il reviendra. Benoît, toi, tu l'as lu ou pas Oui, je l'ai lu vite fait hier et aujourd'hui. Okay. Moi, c'est un récit que j'aime bien parce que voilà, on a ce Green Lantern qui est insupportable et toutes les chamailleries qu'ils ont, c'est assez drôle, je trouve. Et Maxwell Lord, c'est un personnage que j'aime bien parce que c'est
ça va être un salaud prétentieux. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est sur le long terme, qui a un plan sur le long terme. Donc, j'aime beaucoup ces personnages-là. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est on va dire, le décalage de ton avec les styles qu'on trouve aujourd'hui, avec tous les personnages féminins et masculins pratiquement, qui sont quand même assez sexistes, avec les deux ou trois femmes qui sont dans l'équipe. Ils font toujours des blagues quand même assez limites. Et je me dis que je sais pas si ça repasserait quand même, mine de rien, si quelqu'un écrivait ça aujourd'hui. Je sais pas si ça passerait. Mais Ouais. voilà. Ouais, c'est vrai qu'après, il y a un contexte qui est pas le même par rapport à aujourd'hui sur plein de choses, c'est sûr. C'est ça, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on se rend pas compte. Et puis des fois, quand tu relis des trucs qui ont un certain âge, tu te dis ah oui, il y a des choses on se permettait quand même qui voilà. Aujourd'hui, Oui. ils s'aventurent moins dans ce truc-là, forcément. Mais oui, Ouais, oui, je sais pas. Je crois que clair que. Mais à c'est l'époque, c'est vrai que c'était pas le même contexte qu'aujourd'hui. Ça. Sachant que c'est limite, mais n'allez pas croire que on est dans le sexisme Ah ouvert. non. Enfin, Oui, même à non. l'époque, il y a bien Même pire. au contraire, ouais. Il y a aucun décolleté, il n'y a pas de femme à la cuisine ou Non. quoi que ce soit. Enfin, c'est Ah vraiment non. des toutes petites choses qui Oui. font sentir que c'est pas tout à fait de notre époque, mais on est Hmm. vraiment loin de ce qu'on va voir dans les années 90, de sexisme complètement décomplexé. Ça se lit quand même. Oui, oui, non, c'est juste, tu vois simplement, je crois, sur même une photo de groupe où tu as juste Guy Gardner qui envoie une main verte embêter une des deux filles. Je crois qu'à un moment donné, c'est juste Blue Beetle qui tombe sur Black Canary et qui lui dit, oh, j'aurais préféré qu'on soit dans une autre position. Enfin, il y a juste des trucs comme ça, c'est juste des petites allusions, mais bon, moi je trouve ça très drôle pour le truc, quoi. Franck, du coup, Et, tu as été T'avais coupé perdu. par ta caméra, oui. mais tu Ouais. peux reprendre si tu voulais rajouter quelque chose. Et puis ensuite, Non, on je conclura avec les. je trouvais les personnages assez bien écrits et même si ça date, hein, on va pas se mentir, Mhm. je trouvais quand même qu'il y avait un écho à ce que nous vivons à notre époque et notamment quand on voit les réflexions que le, le Green Lantern désagréable qui est Guy Gardner, euh, il, il est tout le temps sur le dos de tout le monde. Hein. Il est vraiment et, et même sur les femmes et il se fait rembarrer. Et c'est quelque chose qui est quand même assez jouissif parce qu'on se dit si on réfléchit, on se dit c'est quelque chose qui date de fin des années 80 et aujourd'hui, à notre époque, on continue de se battre sur ces sujets-là, et c'est quand même, et il y a quand même eu un peu de mieux, on va dire. Mais ça reste quand même très très actuel. Et le tout premier récit, hein, ça se passe au sein de l'ONU, et il y a des interrogations qui sont quand même faites par une des membres euh, de la Justice League, qui est le Dr. Light, elle a quand même des questions qui se posent. Oui, mais j'ai un certain pouvoir, je peux faire des choses. Euh, enfin voilà. Et qu'est-ce que je fais là? Mais je peux faire mieux parce que, enfin voilà. Et c'est quand même des choses qui font écho euh, à l'actualité d'aujourd'hui. Et je trouvais ça quand même assez bluffant de se dire voilà 30 ans en arrière. Comme quoi, 30 ans après, Ouais, ça ouais, peut encore résonner, même plus de 30 ans, ouais, tout à fait. presque 40 ans. Mm. Ça peut encore résonner dans nos oreilles. Alors, les amis, je vous propose de faire la note de ce récit avant de conclure avec nos petits retours sur Clayface. Je commence par Franck, tiens. Alors du coup, comme j'ai mis 3 sur DC KO, je peux pas mettre moins C'est toi qui vois, c'est sur toi qui Justice vois. League. Non, parce que quand même, c'est Toi et ta conscience, hein. ouais, voilà. Je vais mettre 3,5. Allez, 3,5. Benoît. Ouais, c'est un récit qui est bien. Ouais, je trouve ouais, aussi 3,5, c'est bien. 3,5, c'est bien. Siegfried.
2,5 parce que la suite sera mieux. Oh là là, toujours pas d'alerte. Ça, ça nous fait une moyenne de 3,16, donc 3 sur 5 pour ce Justice League International. Un nouveau départ, mais toujours pas d'alerte Siegfried, voilà, pour compléter le titre de ce récit. Les amis, je vous propose de conclure ce podcast avec un petit mot, quelques minutes, pour un teaser de quelques secondes qui a été dévoilé par James Gunn et toute la clique de DC Studios. Ça parlait de ça. Clayface, au cinéma attendu en octobre prochain, un film DC Studios qui retracera l'histoire de ce fameux personnage Clayface ou Gueule d'Argile en français. Pour certains, vous le connaissez plutôt sur ce nom-là. Alors effectivement, un vilain de l'univers de Batman, pas sûr qu'il y ait du Batman dans le film, mais je pense qu'il n'y en aura pas d'ailleurs, mais voilà, c'est dans l'univers DC Studios. Un film un peu orienté horreur. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le teaser, je vous invite à aller voir ça sur YouTube. C'est très facile à trouver. Vous en avez pensé quoi, les amis? Tiens, Benoît. Pas mal. J'ai surtout aimé les autres. Ça a attisé ta curiosité. Ouais, ça a attisé la curiosité. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les gens qui se sont amusés à comparer le trailer à la série Batman animée. Et ils te montrent que certains plans, c'est les mêmes. Et donc, je trouve au moins si c'est enfin pas d'easter egg, mais si c'est des clins d'œil, je trouve ça très sympa. Et j'ai envie de dire, tant qu'ils font mieux que dans le Spider-Verse avec Sony, qu'il y aille, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est très bien d'avoir fait un film d'horreur là-dessus. Ne parle pas de malheur. Moi, je suis un enfant. Moi, tu me dis, il y a un film dans l'univers de Batman, j'y vais. Je cherche même pas à comprendre. Je critiquerai après, comme on a fait sur Joker 2. Voilà, je le défoncerai après. Mais d'abord, j'y vais le voir. Ouais, tu as raison. C'est vrai qu'on ira tous le voir certainement. Franck, qu'est-ce est-ce que tu es hypé par ce film? Ah oui, complètement. Ouais. En plus, t'es friand de films d'horreur ou pas? Oui, quand même. Ouais. Tu aimes les films d'horreur? Tu aimes les films d'horreur? Ouais, non, c'est dans Scary Movie, c'est le gars qui a pas la ref. Oui. Ah non, mais vraiment, pour moi, grosse hype, parce qu'en plus, Clayface, Gueule d'Argile, c'est pas le personnage qu'on a l'habitude de voir être mis en avant quand on parle de DC Universe. Donc, on pense aux méchants, on pense au Joker, on pense à tout ce qu'on veut, sauf à Clayface. Le pingouin, on l'a vu 50 000 fois. C'est un personnage qui est pas forcément beaucoup mis en avant, et surtout au cinéma. D'ailleurs, et en plus, le parti pris de dire attention, c'est un film, c'est pas un film avec un peu d'horreur, ça va être un film d'horreur. Bon, après, il y a plusieurs genres de films d'horreur. Il faudra voir effectivement ce que ça va donner. Mais par exemple, j'avais trouvé le concept des nouveaux mutants, j'avais trouvé vraiment sympa, mais pas assez poussé. C'était un film, soi-disant un film d'horreur. Ouais. Enfin voilà quoi, c'est pas l'exorciste non plus. Donc bon. Non. Et donc voilà, donc moi j'attends justement, puisque James Gunn l'a dit lui-même, c'est un film qui va faire partie du DCU, mais qui aura sa propre identité et dont les réalisateurs auront presque carte blanche pour en faire un film à part entière. Voilà, il sera assez indépendant, surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'univers encore mis en place, et puis il pourra faire un peu ce qu'il veut. Donc, et si James Gunn promet ça et que c'est vraiment ça, je retire tout ce que j'ai pu dire sur lui. Ok. Je sais plus qu'en plus quand tu avais fait dire pour ton bisutage, mais bon bref, il y avait eu des trucs. Siegfried, toi t'es hypé par ce film d'horreur Clayface? Bah oui, ça donne plutôt envie, même si on n'a aucun indice encore vraiment sur le scénario. C'est vrai qu'on assume une pente body horror, et
pour le coup, je pense que c'est vraiment un test assez fondamental ce Clayface parce que James Gunn et Safran ont beaucoup affirmé que leur objectif c'était de donner une certaine carte blanche aussi aux réalisateurs pour à la fois pour faire des films indépendants et pour faire une continuité avec des croisements parfois, mais qui ne serait pas où on sentirait moins la patte de Yes Men, un peu à la Marvel, où vraiment chaque auteur aurait l'espace pour s'exprimer. Donc là, c'est vraiment l'occasion de le faire. Faire un film d'horreur en le confiant à James Watkins sur un personnage secondaire, c'est l'occasion jamais de montrer que la Warner est de nouveau un studio de réalisateurs et que le DCU va donner enfin sa place aux réalisateurs plutôt qu'aux Yes Men, comme c'était un peu le cas à la fin du DCU aussi. Donc ça va être un peu... ça va être un sacré test. Bon, l'une des questions étant aussi que Clayface, en fait, on l'a déjà vu dans le DCU, c'était dans Creature Commandos, et pour le coup, même si son personnage faisait un peu peur, on était quand même dans la gueule d'argile, un peu cartoonesque en termes de pouvoir, et je ne sais pas à quel point on peut représenter ça dans un film live, et surtout, on parlait déjà de son background, en fait. Et là, j'ai l'impression que le film va faire comme si on n'avait jamais entendu parler dans Creature Commandos. Déjà, on revient en arrière, mais on se rend compte qu'on va raconter des choses que Je j'ai me déjà souviens vues. plus qu'il était dans Creatures Commando. Donc c'est Ah ouais. Donc il faisait pas partie des personnages principaux, mais on le voyait quand même et on parlait quand même un peu de son passé aussi. Donc c'est presque étonnant de faire un film déjà sur un personnage qu'on a déjà vu, dont on a déjà raconté des choses, dont on va devoir re-raconter des choses, parce qu'évidemment que les faits, ça ne s'adresse pas du tout à un public qui a déjà vu Creature Commandos. Donc c'est le 3e film du DCU, et déjà on est dans des questions de continuité qui sont pas très claires. Bon, et accessoirement, là en l'occurrence Clayface, c'est un acteur, Matt Hagen. Ce qui est un peu étrange, parce que l'acteur Gueule d'Argile, c'était Basil Carlo. Matt Hagen, c'était un explorateur aventurier, je crois. Donc c'était Matt Hagen et Basil Carlo, c'est pas le même personnage. Et là, ça semble être un mélange des deux. Donc pourquoi l'avoir appelé Matt Hagen et pas Basil Carlo? Pourquoi ne pas respecter cette identité comics? Donc on verra quel est le but et pourquoi ça a tenté cette trahison. Mais enfin, voilà, c'est déjà des choses qui posent un peu question. Après, je reste confiant parce que, bon, déjà, le réalisateur, c'est James Watkins. Bon, il a fait l'horrible Bastille Day, mais surtout, il a fait Eden Lake, qui était un film indé britannique. Vraiment coup de poing assez costaud. The Woman in Black, c'était un peu plus raté, mais c'était intéressant. Speak No Evil, c'était plutôt intéressant. Il avait aussi fait le Shut Up and Dance dans Black Mirror, qui était l'épisode sur ce jeune dont on diffuse dont on menace, qu'on fait chanter en menaçant de diffuser des vidéos où il fait des choses pas terribles pour lui faire absolument ce qu'on veut. Il y avait une patte indé, enfin c'est vraiment du Black Mirror un peu première veine, quoi, qui était vraiment très chouette. Et surtout, le film aurait dû être réalisé à la base par Mike Flanagan. Je rappelle que Mike Flanagan, c'est Haunting of Hill House, c'est Dr. Sleep, c'est Midnight Mass, c'est Jesse. Enfin, c'est un peu le gros nom du cinéma d'horreur indépendant aujourd'hui. Il a juste dû abandonner le projet pour des questions de calendrier, mais c'est lui qui avait proposé le projet à DC et qui devait le réaliser à la base. Donc là, il en fait quand même l'histoire et il le scénarise avec le scénariste de Drive, Hossein Amini, pour James Watkins, donc avec aussi une vraie patte british indé. James Watkins, c'est un Britannique. L'acteur principal qui n'est pas du tout connu, c'est un jeune Gallois qui fait un peu ses premières armes. Donc avoir aussi cette patte qui n'est pas hyper états-unienne, mais qui accepte ce décalage aussi culturel, pour moi, c'est beaucoup de choses qui vont plutôt dans le bon sens. Après, évidemment, à voir. Mais en tout cas, c'est un film qui cristallise beaucoup de riz, parce qu'à mon avis, alors que ça peut paraître comme vraiment un projet annexe, le fait qu'il apparaisse en 3e film du DCU, et donc comme le film un peu Monsters de cette ère Gods and Monsters de la première phase du DCU, c'est un peu le test qui va tout dire de la suite, et de à quel point ça peut être ambitieux esthétiquement, ça peut être libre, ça peut être indépendant. Enfin, c'est ça. Voilà, donc c'est le projet indé qui en fait n'est pas du tout autonome du reste et va en fait tout dire de la démarche de James Gunn. Donc j'ai plutôt hâte de le voir de ce point de vue-là. Oui, carrément. Carrément. Moi aussi, je suis plutôt hypé. Et bon, peut-être qu'on fera un petit truc, autour de ça en octobre. Ok. Ok, les amis. Votre note sur le teaser, non, je rigole. Du coup, j'aurais pu mettre l'alerte Siegfried parce que j'ai l'impression qu'il était hypé sur le teaser. Du coup, ben voilà, on a fini ce podcast. Merci Siegfried, merci Franck, merci Benoît pour votre présence à ce podcast et votre participation. Et merci à tous ceux qui ont eu le courage et de nous suivre, de nous écouter, qui ont peut-être mis des commentaires pour nous dire pourquoi Lex Luthor est devenu méchant dans DC Chaos. Et justement, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Nous laissez vous aussi vos avis sur le teaser de Clayface, mais aussi sur les récits qu'on a traités en première et deuxième partie de ce podcast. Les étoiles, les likes, les pouces, voilà. N'hésitez pas à mettre tout ce que vous voulez pour nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Salut.